Bien, reprise de cet atelier donc sur le financement des startups de la health tech en 2023, regard croisé. Donc là, on a vu un peu les coulisses avec vous, Sandrine, et les intervenants de la première table ronde. Alors, Chara, on vous a conservé pour cette deuxième table ronde, parce que c'est vous qui êtes, avec l'équipe d'Interaction Healthcare, à l'initiative de ce premier atelier lors de cette 7e édition, avec là un focus peut-être sur les attentes des investisseurs. Et toujours dans cette vision un peu macroscopique, on a souhaité avoir différents acteurs également de ce processus sur le financement et la levée de fonds, et notamment avec Franck Mouton. Donc on va commencer avec vous, Franck. Vous êtes le président de France Biotech. Peut-être nous expliquer déjà l'ambition en fait de France Biotech. Et puis je crois que la question juste avant, c'était la partie internationale. Je sais que c'est des sujets aussi que vous maîtrisez. Et donc nous donner un petit peu, donc là vous avez assisté à la première atelier, enfin la première partie de l'atelier. On souhaite vraiment un discours le plus concret, le plus réaliste aujourd'hui sur la situation début 2023 et qui forcément sera vraiment présent pour le reste de l'année par rapport au financement des startups de la health tech. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette opportunité. Quelques mots sur France Biotech. Donc qui est partenaire de l'événement, il faut rappeler. Qui est partenaire de l'événement. Merci beaucoup aussi pour la confiance. Donc France Biotech, c'est une association d'entrepreneurs qui a fêté ses 25 ans l'an dernier. Et qui anime l'écosystème des entrepreneurs health tech, biotech, biotech dans la dimension bioproduits, mais aussi bioproduction, la medtech avec dispositifs médicaux et dispositifs médicaux diagnostiques, et le numérique en santé, axé vraiment santé, apport de valeur dans la santé. C'est une association qui, comme beaucoup de ces associations professionnelles indépendantes, a vocation à la fois permettre aux entrepreneurs de partager entre eux, avec un certain nombre de partenaires aussi internes, tels que Sofinova et autres fonds d'investissement qui sont présents au sein de France Biotech, d'animer justement l'ensemble de ces entrepreneurs, et puis aussi d'être force de proposition auprès des pouvoirs publics pour faire en sorte que l'écosystème des entreprises de la health tech française soit dans des conditions de compétition et d'attractivité internationale les mieux positionnées. Donc voilà un petit peu le rôle. Après, les conditions, on va dire, macroéconomiques qui, je pense, auront échappé à personne ces derniers temps, et en particulier sur la deuxième moitié de 2022. Chara, tu l'as dit tout à l'heure, sont pas les meilleurs qu'on ait vus. On a eu une année 2021 qui était une année record en termes d'investissement dans la health tech. En 2022, on a eu un repli d'activité sur les premiers stades de développement, avec une concentration des investissements plutôt sur des sociétés, comme tu l'as indiqué, qui étaient plus matures. On a beaucoup d'incertitudes en fait, et c'est lié à cette incertitude macroéconomique, et notamment dans la tech. Il faut savoir que plus de 60% des entreprises qui sont cotées au Nasdaq ont une valorisation inférieure à leur cash. Donc ça veut dire qu'on est quand même dans un moment extrêmement particulier. Je pense sans précédent, hein. Je pense que sur une durée aussi longue, c'est sans précédent. Là, on sort d'un JP Morgan où on sent qu'il y a quelques messages de confiance qui réapparaissent. Donc, on imagine qu'aux États-Unis, fin 2023, peut-être début 2024, ça va repartir un peu à la hausse. Ça veut dire qu'on aura à peu près 6 mois de décalage généralement sur le territoire européen, et en particulier la France. Donc, je dirais, et pour autant, ce qu'on observe, et je vais faire de la retape pour France Biotech, le 17 février à 17 h à l'Hôtel des Ministres, vous êtes tous invités à venir écouter le panorama France Biotech sur justement tout ce qui s'est passé en 2022 sur la health tech. Ce qu'on a observé, c'est que les montants restaient très significatifs, voire plus significatifs qu'en 2021 en termes de montants individuels par entreprise. En revanche, le nombre d'entreprises qui ont bénéficié d'investissements est en repli. C'est-à-dire que les investisseurs, et je pense que Chara, tu nous l'as bien dit, ont une vision qui est beaucoup plus défensive aujourd'hui, à s'occuper plus de leurs lignes déjà investies, et à les défendre, et à aller vraiment sur du stock picking très particulier, sur des stades plus avancés en termes de maturité. Donc ça, c'est vraiment un message pour les entreprises de venir avec des dossiers qui sont les plus qualifiés de ce point de vue-là, en tout cas en ayant réduit cette incertitude-là et ce risque. Donc des montants qui sont restés très significatifs, parfois très au-delà de ce qu'on a vu en 2020, 2021 et 2022, mais un nombre d'investissements restreint.
Donc tout ça pour dire qu'effectivement, une année un peu en défensive. Je dirais que par ailleurs, on a quand même des signaux qui sont très positifs sur le territoire français. On a un président de la République qui, en 2021, a annoncé un plan innovation santé qui a commencé à se déployer courant 2022, donc qui, d'un point de vue abaissement du risque financier, prend une partie en charge. On disait tout à l'heure les phases réglementaires, les enjeux de market access. Voilà, il y a énormément d'outils qui sont aujourd'hui à disposition des entreprises françaises, qui sont là pour abaisser ce risque et permettre aux investisseurs de venir vraiment sur des étapes clés. J'ajouterais, on a, même si, je l'ai entendu tout à l'heure, cette incertitude, c'est quand même un message extrêmement fort que la France passe dans le droit commun la télésurveillance. Enfin, je veux dire, le message en lui-même est pour moi un énorme signal de dire qu'on prend en charge de la santé numérique sur le territoire français. Il s'avère que, évidemment, les discussions aujourd'hui sont très compliquées. On a plus une discussion financière avec une enveloppe fermée qu'une discussion de savoir si on doit déployer sur le territoire une vraie filière. C'est vraiment l'incertitude sur laquelle on se heurte aujourd'hui avec la direction de la sécurité sociale. Mais quoi qu'il en soit, je pense que les messages sont là pour dire que le système de santé français a choisi d'accompagner le numérique en santé comme étant un outil. On a vu dans la lettre de mission là, qui est sortie sur la régulation et le financement ces derniers jours, c'est très en discussion. Et cette lettre prend tous les produits de santé, que ce soit la biotech, la medtech et le numérique en santé, comme étant une réflexion de notre système de santé, comment mettre en adéquation ce flux d'innovation extrêmement fort et la capacité d'un système de santé de rester protecteur de l'ensemble de nos citoyens. Donc voilà un petit peu ce que je voulais préciser en introduction. Merci beaucoup. Et effectivement, on voulait avoir un petit peu le point de vue de tous les acteurs qui ont vécu cette année 2022, start-up, financeurs, structures d'accompagnement, une année 2022 sur laquelle on a senti une véritable crispation. Cédric Moreau, Sophie Nova Partners investit également dans la santé numérique, dans les biotech aussi notamment. Je voulais savoir si en 2022, comment le contexte avait joué sur votre stratégie et peut-être avez-vous dû imaginer des nouveaux deals, enfin, quelle créativité avez-vous dû développer en fait, pour trouver des nouvelles façons finalement d'apporter du financement? Alors pour comprendre ce qu'on a fait en 2022, je me permets quand même de rappeler quelques mots sur Sophie Nova. Donc ça fait 50 ans, nous on a célébré nos 50 ans l'année dernière, donc d'investissement et de développement de l'écosystème innovant dans la santé. Donc aujourd'hui, c'est 2,5 milliards d'actifs sous gestion et qui est en fait développé via une plateforme avec des fonds dédiés, des équipes dédiées qui vont de l'amorçage jusqu'au growth, jusqu'à la croissance et notamment le fonds dont je m'occupe, le fonds Sophie Nova Crossover. Donc pendant tout ce parcours et post-Covid, on s'est posé beaucoup de questions de comment on peut continuer à accompagner notre croissance et donc celle de nos sociétés en portefeuille. Alors on a eu deux mouvements, on va dire, stratégiques. Le premier, on s'est donc adossé, on a fait un partenariat stratégique avec le fonds Apollo, qui est un fonds majeur qui gère plus de 500 milliards d'actifs, du crédit jusqu'au private equity, et qui s'est rapproché de nous, a pris 20% de notre capital et va injecter jusqu'à 1 milliard dans les activités actuelles et nos activités futures. Donc pour nous, c'est très important puisque le mieux on est financé, le plus on est fort. L'international a été évoqué, évidemment un fonds comme Apollo ouvre des portes partout dans le monde. Eh bien, c'est d'autant plus de moyens et de ressources qu'on va pouvoir apporter à nos sociétés. Donc ça, c'est un virage stratégique majeur et on pense qu'en termes de timing, c'était le bon moment aussi de pouvoir s'adosser à un tel fonds pour avoir les moyens de nos ambitions. Le deuxième aspect était aussi important pour nous, de prendre à bras-le-corps tout le sujet du numérique. On tournait un petit peu autour pendant plusieurs années. Donc on a vraiment décidé d'amener des compétences en interne, en médecine digitale. Et donc pour le coup, on a fait le constat, comme tout le monde, que
les dépenses de santé étaient en augmentation constante, que notamment post-Covid, les demandes de prise en charge pour les patients ne faisaient qu'augmenter, notamment sur les pathologies chroniques, et que finalement, en termes de solutions, eh bien c'était le numérique et la médecine digitale qui était une réponse, en tout cas crédible. Et donc, on s'est doté de capacités en interne pour pouvoir adresser ce point-là et qui irrigue tous nos fonds et nos plateformes en interne. Donc voilà deux mouvements importants, stratégiques, réalisés en 2022 pour répondre un petit peu aux nouvelles données et nouveaux contextes que vient décrire Franck. Et pour rebondir sur les startups que vous accompagnez également, je vous dis ça parce que vous avez participé au LSTech CFO Day, donc ça c'était en octobre-novembre, oui. Organisé par France Biotech d'ailleurs. Et c'est vrai qu'au cours de cet événement, vous aviez partagé 2 exemples finalement de nouvelles façons de se financer, enfin, en tout cas de nouvelles solutions. Donc vous avez donné l'exemple d'Abivax, pour lequel vous aviez conçu un bridge un petit peu spécial, et également d'Aventiva, qui avait signé un accord de licence. L'idée, ce serait un petit peu, pour les startups qui nous écoutent, de voir s'il y a d'autres solutions, d'autres biais qu'on peut trouver pour justement continuer sa croissance malgré tout, quand l'argent... Absolument. Donc, de façon très très pratique, en tant qu'investisseur ou pour des personnes dans la salle, en tant que dirigeant, mais bien sûr incentiver au capital, se financer dans des moments où les valorisations sont en difficulté et où probablement on va discuter autour de flat round ou de down round ou de grosses décotes pour les sociétés cotées sur le marché. C'est évidemment des moments qui sont difficiles en termes de financement. Donc il faut essayer de se montrer un petit peu créatif, même si créativité et finance ne sont pas toujours bon ménage. Mais je crois qu'on est un secteur sur lequel justement il y a beaucoup de flexibilité et de possibilité effectivement d'être un petit peu créatif. Alors vous avez mentionné le cas d'Abivax. C'est une société qui développe donc des produits dans le domaine auto-humain et qui est sur des gros marchés comme la rectocolite hémorragique, Crohn ou l'arthrite rhumatoïde. Et donc, en fait, on a trouvé un moyen d'attirer des nouveaux investisseurs, finalement, en donnant ce qu'on va appeler un sweetener. Donc, il y avait une composante purement equity. Et puis, il y avait une composante, ce qu'on appelle des certificats de royalty qui donnaient accès à potentiellement un pourcentage sur les ventes futures réalisées par le produit une fois qu'il sera sur le marché. Donc, avantage pour le nouvel investisseur, eh bien, c'est une possibilité effectivement d'améliorer son rendement et son retour par rapport à ce droit qui lui est confié. Et puis au niveau de la société, ça évite une dilution à court terme et ça permet comme ça de retarder une dilution future, mais dans un moment de marché où effectivement la société sera commerciale et sera en meilleure position. Donc voilà un premier exemple. Le deuxième exemple que vous avez mentionné, c'est au sujet d'Inventiva, c'est d'essayer de se rapprocher de stratégiques. Donc tout à l'heure a été évoqué des gens comme Generali, et puis d'essayer de faire une analyse de ce qu'on peut concéder sans trop laisser partir de valeur. Et donc chez Inventiva, qui est une société qui développe un produit innovant dans le domaine de la NASH, donc la fameuse maladie du soda du foie gras, eh bien, on a décidé effectivement de partneriser avec Sino Biotech, un gros groupe chinois, les droits au niveau de la Chine, et ça nous a permis d'avoir un financement en upfront. Et vous avez évoqué le concept de bridge, c'est tout à fait ça qui permet comme ça de nous amener au prochain milestone et de gérer la dilution à court terme. Alors ça, c'est un point important également qu'on a vu lorsqu'on a préparé la table ronde. Avant de passer la parole à Benjamin Bouteau pour Medicène en tant que source d'accompagnement, vous avez dit, Cédric, puisque avec mon regard entrepreneur, j'essaie de trouver les bonnes réponses et surtout peut-être les questions de certains de mes confrères. Vous disiez que lorsque, en 2023 ou peut-être encore en 2022, il y avait besoin en fait de pouvoir rechercher des fonds, il y avait un élément qui était essentiel, qui était quand même la sorte un peu de confiance des investisseurs historiques dû à cette actualité. Est-ce que vous pouvez développer ce point qui est important? Parce que je pense qu'il y a peut-être parler de bridge, il y a peut-être des entreprises qui sont dans cette situation et qui souhaiteraient en fait, aller peut-être soit vers une levée de fonds, soit une étape intermédiaire. Cette confiance des historiques au capital, elle est essentielle pour vous? Absolument. Je crois qu'à la précédente table ronde a été évoqué le fait qu'un financement, c'est pas une finalité, c'est plus un moyen. Et en fait, quand on finalise un financement, il faut déjà penser à celui d'après.
Et souvent, c'est le 2 en 1. Alors moi, d'autant plus dans un fonds crossover, souvent c'est pré-IPO, on pense au financement IPO, où les financements peuvent être tranchés, mais ça, c'est absolument capital. Et pourquoi? Parce que dans un environnement plus contraint, effectivement, si vous avez très peu de participation dans votre tour de la part ce qu'on appelle des insiders, des actionnaires autour de table, ça vous met forcément en situation de faiblesse, qui plus est dans le domaine actuel. Donc d'être capable d'arriver et dire oui, nous avons un financement, mais j'ai mon soutien des historiques qui peut, sur une levée de 100 millions, apporter la moitié, 50 millions, vous met en situation, en tout cas rééquilibre un petit peu les forces et vous permet de mieux défendre la valorisation et d'être plus fort dans votre négociation avec les personnes qui arrivent. Donc ça, c'est très important de penser autour de table des gens qui sont importants à court terme, mais de ceux qui peuvent vous accompagner aussi sur le tour suivant, voire les prochains. Donc d'avoir un bon mix, ça me paraît essentiel, puisqu'aujourd'hui, si vous n'avez pas de support d'historique, très dur d'aller défendre votre valorisation par rapport à un nouvel entrant. Et donc, oui, je recommande fortement de penser à ces aspects-là. Donc, on clôture une levée de fonds, il faut penser à la prochaine. Merci Cédric. Tout à l'heure, c'était vous, Franck, vous parliez de nouvelles exigences. On sentait qu'il y avait de plus en plus d'exigences de la part des fonds, notamment. Vous, Chara, est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les exigences qui pèsent aujourd'hui à la fois sur les fonds, mais aussi sur les startups que vous allez accompagner? Qu'est-ce que vous regardez un peu plus, peut-être spécifiquement maintenant? Est-ce que vous êtes attentif à des choses plus précises? Bien sûr. C'est ce que dit Cédric. Hein. En fait, nous, on est des investisseurs de série A, principalement. On va regarder, en fait, les attentes des acteurs de série B. Et comme, en fait, ils sont de plus en plus contraints, donc il faut qu'on apporte, en fait, une solution clé en main pour les acteurs de série B. C'est justement pour ne pas attendre. Et donc, ça s'organise, tout ça. Et le fait aussi d'avoir autour de soi des acquéreurs potentiels aussi, hein, donc c'est aussi le sujet santé numérique, c'est de pouvoir, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, avoir dans le tour de table des industriels, à condition en fait qu'on puisse surenchérir derrière. Hein, donc tout ça, ça s'organise dans des contrats. C'est aussi un gage de sécurité, c'est-à-dire en fait, on gère l'incertitude par on va dire on détient un peu le pouvoir. on essaie au maximum d'avoir un rapport de force équitable, donc sur l'organisation de la sortie, sur donc les textes juridiques, sur aussi comment acheter de la flexibilité sur le tour de table, c'est-à-dire avoir des investisseurs qui nous suivent le plus longtemps possible, enfin qui sont capables de suivre et défendre les valorisations. Donc tout ça, c'est entre nos mains. Et ce qui n'est pas entre nos mains, c'est le prix de sortie. Mais pour ça, en fait, il faut pouvoir avoir des ouvertures. C'est très important de ne pas être dans un système très contraint. Donc, sinon, on ne fait plus notre job. Notre job, c'est aussi acheter de la surprise, de la valeur, etc. Donc, il faut qu'il y ait des ouvertures. Mais sur une période donnée, qui est la période du financement en cours, il faut que ça soit méthodique. Tout doit être aussi bien pensé, bien organisé, pour du coup que les choses soient bien anticipées. Alors, on le voit bien, contexte international un peu plus crispé, des attentes des financeurs beaucoup plus fortes. Dans ce contexte-là, on doit avoir des startups qui sont prêtes, qui puissent passer justement ces différentes étapes. Ça nécessite aussi qu'elles soient davantage accompagnées. Je voulais maintenant m'adresser à vous, Benjamin Bouteau, parce que vous travaillez donc au sein de Medicène. C'est le pôle de compétitivité francilien, Medicène Paris Région. Et donc, à ce titre, Medicène accompagne tout au long de l'année des startups qui sont comme ça en demande de financement, en demande d'accompagnement pour préparer les dossiers. Qu'est-ce que vous observez, vous, justement? Qu'est-ce que vous avez pu observer sur l'année 2022, notamment? Parce que toutes les filières ne sont pas au même niveau de maturité, pour le dire gentiment. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez nous partager finalement des dossiers concrets terrain que vous recevez pour ces demandes de financement?
Merci beaucoup déjà pour cette invitation. Donc effectivement, on est dans un contexte assez contraint avec un niveau d'exigence des financeurs, qu'ils soient privés ou publics, qui augmente également. Et nous, Medicen, on est donc un pôle de compétitivité. On existe depuis 2005 et on accompagne plus de 500 adhérents aujourd'hui, donc 430 startups et PME de toute filière, medtech, biotech, e-santé. Et donc au niveau de la e-santé, on voit à la fois une attrition du nombre de candidatures, puisqu'au début, il y a eu un énorme boom avec des niveaux de maturité très différents. Et là, on voit une maturité plus forte, et ce qui fait qu'on peut accompagner de façon beaucoup plus pertinente par rapport au réseau d'experts qu'on propose, puisque c'est une des forces de notre accompagnement. On ne travaille pas seul, on a un comité d'évaluation des projets qui permet justement d'évaluer les projets avant, par exemple, un dépôt de dossier, un appel à projet public, pour du financement public. Et c'est là justement où on peut avoir le rôle de dérisqueur. C'est-à-dire quand on a plutôt des projets early stage, on va essayer de trouver, de les orienter au mieux vers les meilleures sources de financement, qu'elles soient publiques ou privées, et ensuite les préparer dans le cadre de financement public. Et donc par rapport à l'année 2022, on a eu une centaine de projets à peu près, et dans ces centaines de projets, c'est à peu près un tiers sur les types de... Enfin, un tiers biotech, un tiers medtech, un tiers e-santé. Et ce qu'on observe, c'est qu'il y a beaucoup plus, on va dire, de sérieux des dossiers qui sont déposés dans ce cadre-là, et pour lequel la reconnaissance du label qu'on délivre, du label Medicen, est plus en plus pris en compte. Parce que notre rôle, c'est aussi de faciliter, donc d'accélérer ces projets d'innovation, notamment en e-santé. Et c'est pour ça qu'une de nos principales forces d'action, c'est la collaboration. C'est l'idée d'aller chercher des financements, c'est une chose forcément indispensable. Mais ensuite, s'armer pour pouvoir aller le chercher, c'est là-dessus qu'on est le plus utile, puisqu'on adresse à la fois tout le secteur industriel, le secteur académique, tout ce qui est recherche académique, et évidemment clinique. Et c'est via cette collaboration qu'on renforce les dossiers de candidature afin qu'ils soient justement plus solides en vue de ce niveau d'exigence dont on parlait avant, qui a considérablement évolué. Sur ça, dans les thématiques qu'on retrouve, niveau thérapeutique, on voit énormément de projets en oncologie, largement, évidemment en neurologie, en cardiologie. Et sur les technologies, on parle beaucoup d'IA. Je vous donne un verbatim de notre comité d'évaluation des projets. On a l'impression que tous les projets en santé numérique parlent d'IA, et ça devient un peu gênant puisqu'on ne voit pas les niveaux vraiment de différence qu'il peut y avoir entre un projet qui va avoir une IA très poussée et une autre qui a juste un algorithme tout simple. Donc là aussi, on encourage nos adhérents et les startups qui candidatent à ce type de financement à vraiment bien renforcer tout ça. Et le deuxième point, et c'est vraiment le plus important sur lequel on va mettre un gros focus sur 2023, c'est l'usage et l'adoption qui est vraiment critique aujourd'hui sur ce type de technologie, et pour lequel on apporte aussi un accompagnement spécifique, notamment via les tiers-lieux d'expérimentation, qui est un appel à projet très récent qui a été donné, et qui sont une opportunité assez unique en France pour renforcer justement les startups françaises. Merci Benjamin pour ce point. On va rentrer dans la phase également des questions-réponses qui nous permettront de terminer les 10 minutes qui nous restent. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Allez, c'est les dernières minutes de la journée. Alain, non, il n'y a qu'une question. Alors, mais on pourrait, si on peut prendre, on prendra. Alors, tout à l'heure, vous vouliez poser des questions, puis après, Laurence Lachant pour Alice Sénat. Est-ce qu'il y a des micros? Non, mais on vous amène un micro, ne vous inquiétez pas. Ça allait un peu mieux dans la première table ronde, mais ça va aussi dans la deuxième. Vous avez évoqué tout à l'heure les critères non financiers ESG. La question que je me pose, c'est est-ce que vraiment ça a une valeur, ces critères ESG dans votre décision d'investir? Ça, c'est la première question. Est-ce que c'est en croissance? Est-ce que c'est de plus en plus préoccupant? Et puis pour les startups, est-ce que quand ils construisent leur idée et leur business model, est-ce qu'ils intègrent les critères ESG? Je peux... Allez-y, Chara. En fait, c'est réglementaire aujourd'hui. Disons que alors on peut dire en fait que c'est une philosophie aussi. On est tous citoyens et conscients, on va dire, de ces sujets-là. Mais aujourd'hui, en fait, on est des gestionnaires d'actifs. Et donc on reçoit de l'argent qu'on nous a confié. Et donc nos souscripteurs ont eux-mêmes ces contraintes. Donc ce sont on va dire, c'est des contraintes positives.
qui du coup, en fait, se répercute sur la manière en fait de l'entreprise, que l'entreprise est gérée en fait. Donc ce sont ces questionnements aussi qui se posent dans ce label, enfin ce critère ESG. Enfin, c'est un ensemble de questionnements qui va de la gouvernance à l'écologie, gestion, à la manière de gérer son personnel aussi en fait. Hein. Donc et c'est regardé sérieusement. Cédric, est-ce que vous souhaitiez compléter? Bon, je peux que confirmer ce qu'a dit Chara. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure sur l'aspect financement, le mieux, c'est de commencer par soi-même. Donc, nous, chez Sofinnova, on travaille ce sujet-là de façon très, très concrète, très pratique. Donc, on a par fond des personnes qui sont responsables et référents pour la bonne application de tout ce qui est ESG au sein de notre fonds et donc de nos sociétés en portefeuille. Et puis, on a une personne effectivement responsable chez Sofinnova qui a créé un modèle de 15 critères, des KPI, sur lesquels, effectivement, on va noter de 0 à 4 ou 5 où se trouvent nos sociétés. Donc, des rapports annuels sont envoyés chaque année. Et donc, il y a des échanges qui sont faits avec nos sociétés. Alors, en général, on ne va pas prendre 10, 15 sujets. On va essayer d'en prendre un ou deux, pour lequel aussi on voit... Parce que c'est beaucoup de travail. C'est facile de dire comme ça, ESG, machin, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire dans notre secteur? Qu'est-ce que ça veut dire pour une société dont 90% de la ressource va être dédiée dans le développement de son produit phare ou autre? Et donc, il faut essayer quand même d'identifier des sujets qui sont à la portée de la société et qui peuvent vraiment avoir un côté impact in fine. Donc, c'est vraiment un travail collaboratif. Donc, on se l'applique à soi-même et puis on fait en sorte que nos sociétés aussi soient des bons élèves en la matière. Et dernier commentaire aussi, puisque pour qu'on voit à quel point tout le monde est motivé et aligné, on a un fonds et une thématique chez nous qui est la biotech industrielle, pour lesquels nos investisseurs, nos gérants, ont une partie de leur, on va dire, de leur caride et donc de leur rétribution qui est affecté et dépendant de leur impact au niveau ESG. Donc ça va assez loin aussi dans la motivation des équipes à faire progresser leur société dans ce domaine-là. Merci Cédric. Présentez-vous. Ouais, ah si, c'est bon, ça marche. Laurence Lachon, donc je suis la directrice du pôle de santé de Nouvelle-Aquitaine. Et donc j'avais une question pour Chara et peut-être Cédric. Aujourd'hui, on a beaucoup parlé de la e-santé, des problématiques de trouver le bon modèle économique, l'obligation de cette collaboration avec le monde public qui n'est pas dans tous les domaines de santé. Et Franck l'a souligné, il y a le plan Innovation 2030, plan santé, qui accompagne bien sur la partie réglementaire. Et donc aujourd'hui, la plupart, nous de notre expérience, on a 30% de nos adhérents qui sont dans la e-santé, ils essayent de se débrouiller. Donc ils essayent de se débrouiller pour lever des fonds avec des fonds de financement public, mais aussi de la love money, des business angels, etc. Et donc dans vos métiers, comment vous avez appréhendé cette structuration de gouvernance un peu atypique? Et est-ce que, je pense notamment à Sofinnova, avec son historique de 50 années, comment vous accompagnez aujourd'hui ces sociétés qui sont peut-être un peu atypiques au niveau de la gouvernance quand elles vous arrivent? Alors, donc très bonne question. Donc nous, la première chose qu'on a fait, c'est on est parti du principe que quand même il fallait des personnes qui connaissent et qui soient experts du domaine de la santé, puisque le domaine de la e-santé peut être abordé par plusieurs aspects, notamment les aspects vraiment algorithmiques, technologiques et de la data. Nous, on est resté assis, je dirais, sur notre savoir-faire et de se dire, évidemment, il faut que ce soit des personnes et des profils qui comprennent tous les aspects technologiques, mais qui soient aussi complètement présents et sachants dans le domaine de la santé. Donc ça a été un premier élément, en tout cas, de réflexion. Le deuxième aspect, vous avez évoqué les aspects de gouvernance. Pour nous, on est très sensible aux aspects de business model. Et je crois que Chara l'a extrêmement bien explicité dans la première table ronde. C'est qu'on se rend compte assez souvent que l'entrepreneur ou la société part effectivement sur un chemin, sur une idée, mais qu'il y a au cours de ce chemin ou en parallèle des possibilités de monétiser ou en tout cas de tester le marché, de développer des business models qui ne va pas dévoyer et déshabiller, on va dire, le projet de base, mais qui va venir renforcer la valeur et puis essayer de monétiser
ce qui peut être très intéressant puisque c'est une façon aussi de financer la croissance et le développement. Donc tous les aspects de business model sont quand même extrêmement importants. Ensuite, vous parliez de gouvernance. Pour nous, le sujet est toujours le même, c'est d'avoir un rôle qui soit le plus possible actif auprès de nos entrepreneurs pour pouvoir les aider à développer leur business et puis à ouvrir des portes, parce que c'est de ça dont il s'agit aussi. Donc il y avait les aspects internationaux qui étaient évoqués. Nous, on a 18 nationalités chez Sofinnova, on est 65 maintenant. Et donc l'idée, c'est véritablement aussi de profiter de ce réseau-là et de le mettre à disposition des sociétés, de nos entrepreneurs pour ouvrir les portes et leur donner accès aux bonnes pratiques. Ça soit aussi au niveau stratégique, avec des partenaires, puisque des fois les niveaux de décision sont pas tout à fait ceux sur lesquels ils peuvent échanger, donc on leur permet ça. Franck évoquait la JP Morgan. Typiquement, c'est des moments où on vient avec nos sociétés et puis on organise des meetings pour eux avec des stratégiques, avec des investisseurs de référence pour les aider effectivement à passer l'étape d'après. Voilà, donc il n'y a pas de recette miracle, mais ça marche depuis 50 ans, alors on continue à essayer de l'appliquer aussi pour la e-santé. Chara, je ne sais pas si tu veux. Alors pour nous, en fait, c'est vrai que en fait, quand on a monté Patient Autonome, on a eu le même constat que vous, c'est-à-dire que quand on va dans les autres industries, il y a tout un chemin qui est bien balisé, académique, etc., ensuite création d'entreprises, bref, qui n'existe pas là. En fait, il y a une espèce de vide et donc du coup, ce sont des innovations en fait personnelles et donc ça foisonne et on ne parlait pas les mêmes codes. Il y a eu un choc culturel qui était assez important et on a créé un incubateur pour du coup aussi, c'était un moment d'échange, de compréhension, etc., pour aussi parler le même code et comprendre comment les accompagner et adapter en fait on est des investisseurs sur d'autres, on va dire, pratiques, donc d'adapter en fait notre pratique pour ces entreprises. Voilà. Et ça passe aussi par la création d'un écosystème très spécifique pour pouvoir les aider et apporter en fait le savoir-faire dont ils ont besoin pour cette accélération. Merci Chara. On va terminer, si vous êtes d'accord, cet atelier avec vous, Franck. En 2 minutes, on parlait d'écosystème, on parlait de vision globale, c'est le regard que vous portez. Quelles conclusions vous pourriez donner avec toujours cette approche un peu de conseil auprès des startups qui souhaitent bien sûr être financées en 2023 ? Lourde tâche en 2 minutes. Oui, c'est clair. Je ne sais pas si je peux me permettre de faire ça. En revanche, je pense qu'il y a un certain nombre de sujets d'attention à mes yeux. C'est que on est dans le domaine du numérique en santé avec énormément de solutions. C'est extrêmement foisonnant. Il y a une entropie on en a rarement vu sur ce domaine-là. Ce n'est pas propre à la France pour le coup. On est vraiment là pour le coup très international. Donc je pense qu'il faut absolument être ancré très très vite dans l'usage, plus que dans la techno. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui sera très vite regardé par les investisseurs, de pouvoir démontrer, tu l'as dit Cédric, je pense que Chara, tu le dis continuellement sur le fait de démontrer rapidement qu'un modèle d'affaires peut exister. Au-delà de la technologie, au-delà de la technicité des solutions, je pense qu'il y a vraiment ce besoin très vite de démontrer cela et c'est ça qui est attendu aujourd'hui. Et on le voit qu'on a une déficience de l'amorçage sur le territoire français aujourd'hui, alors que même il y a quelques années, on était plutôt bien doté. Là, on voit bien que ça s'est tourné sur des phases plus avancées dans le développement. Il faut absolument arriver, et on l'a vu sur la table ronde précédente, des modèles qui peuvent éventuellement commencer à démontrer l'usage, à démontrer le déploiement. Le problème de ces solutions, c'est aussi le déploiement. On voit bien qu'il y a une transformation du système de santé, quel que soit l'endroit où on se trouve. On voit bien que on a une conduite du changement des soignants, une conduite du changement des patients dans l'usage même de ces solutions. Et je pense qu'il y a besoin justement d'accompagner ces usages et de faire en sorte, et je pense que c'est très haut dans la priorité des entrepreneurs à avoir pour démontrer la valeur le plus précocement possible. Voilà. Merci Franck, exercice habilement réussi pour cette conclusion. Merci à tous les 4. Merci Sandrine pour cette co-animation qui était fort agréable pour cette première expérience au sein donc, de cette 7e édition. Je pense qu'il y aura plein d'ateliers l'année prochaine pour 2024. Merci à tous les participants et passez une bonne journée. Et encore un grand merci à Future4K, à son équipe pour son accueil. Et donc bonne année 2023, encore on peut. Merci.